professionnelle de l'urbanisme Midi-Pyrénées-Occitanie, et avec Philippe Miasso, donc, qui est là ici présent. D'abord, la PUMP, là, cette association, c'est une association donc, qui rassemble tous les professionnels qui travaillent dans le champ urbain, que ce soit le bureau d'études, les concepteurs, différentes ingénieries, expertises dans différents domaines. En fait, ça fait 20 ans que ça existe et l'objectif, c'est d'échanger sur nos pratiques pour être au fait des actualités, des enjeux, etc. Donc, on fait beaucoup de visites de projets, beaucoup de conférences aussi, d'échanges. Et on organise tous les 2 ans les échanges urbains. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est une grande conférence où 40 projets urbains sont présentés et sur toute une journée. Sur toute une journée et où tout le monde peut participer, évidemment. Donc on a un site internet et vous pouvez aller voir parce qu'on peut organiser des événements qui peuvent éventuellement vous intéresser et alimenter vos réflexions. Après, la PUM, c'est une association professionnelle, donc on a finalement, c'est un ensemble de professionnels qui partagent les valeurs, ce qu'on disait avec Philippe tout à l'heure. Donc ce soir, moi je vais parler en tant que présidente de la PUM, mais aussi en tant que professionnelle. Et en l'occurrence, je vais vous faire une présentation qui est un peu différente de Nicolas, qui est plus générale, j'allais dire, sur la question des espaces publics. Les espaces publics dans le contexte périurbain, puisque j'ai eu l'occasion de mener aussi une recherche sur ce sujet, parce que je suis à la fois sur des recherches et à la fois sur des projets. Et donc je voulais, avec M. Couder, on s'est dit que c'était une bonne idée de restituer ça, en espérant que vous y trouverez votre intérêt. Donc je vais vous parler de cette recherche, ensuite je vous parlerai de voilà, l'espace public comme espace social dans le contexte périurbain. Et puis on parlera de la notion d'habitabilité des espaces publics. Donc je vous parle de cette recherche. Donc cette recherche, elle date déjà de 2016. Elle a été faite avec l'Université Jean Jaurès de Toulouse et l'Université Paris-Créteil pour le PUCA, qui est un organisme qui finance des recherches. Et l'enjeu, c'était de se poser la question de ce quels pouvaient être les espaces publics dans les contextes périurbains, sachant que souvent on associe l'image de l'espace public à la ville-centre, à la ville dense, donc à une certaine densité justement. Et alors même qu'on suppose quand même qu'il n'y a pas que des espaces publics dans les villes denses, il y a évidemment des espaces publics sur tous les territoires, même dans les territoires ruraux, etc. Donc l'idée, c'était d'aller voir sur place comment ça se passe. C'est pour ça qu'on est sociologue, géographe, ethnographe, etc. Et on a fait du terrain. Et donc je vais vous raconter un petit peu ça. Et pour l'introduire, on a fait un petit film de 2 minutes 20, et en fait un clip, qui donne à voir différentes ambiances de ces terrains. Et ces terrains, je ne l'ai pas dit, mais c'est en partie le sud toulousain, donc avec le Sicoval, mais depuis Saint-Orin, Sicoval, on a été même après, Canadou, etc. Et puis vers le Murtin aussi. Mais on s'était affranchi des limites administratives.
Voilà, donc de ce travail, je voulais vous restituer deux observations particulières, deux résultats et puis poser une interrogation. La première, donc on se pose bien la question de qu'est-ce que c'est que ces espaces publics dans les espaces urbains, comment ils sont vécus, qu'est-ce qui s'y passe. La première, c'est pour comprendre l'espace public, parce que l'espace public, c'est un espace qu'on fréquente au quotidien, dès qu'on sort de chez soi, on est dans l'espace public, dans les trajets, etc. C'est de comprendre un peu les modes de vie des personnes et de voir leur pratique, où est-ce qu'ils les faisaient. Les modes de vie, c'est où est-ce que j'habite, où est-ce que je travaille, où est-ce que je consomme, où est-ce que je me divertis, etc. Donc, où est-ce que je faisais tout ça? Donc, la première chose, ça sera de parler de ces pratiques, puis ensuite de voir où est-ce que je rencontre des gens en dehors de mes cercles privés, associatifs, familiaux d'abord, associatifs, scolaires, etc. Et puis, de voir ce que ça nous dit. Donc, le premier résultat, c'est de se rendre compte, mais ça, vous le savez mieux que moi, c'est que la majorité des personnes qu'on avait rencontrées fonctionnent de manière multiscalaire, comme on avait dit, ça veut dire à différentes échelles. On avait pris le récit de cette femme qui était de Vieille-Toulouse, qui avait rencontrée à Vieille-Toulouse, qui habitait Plesbus, et qui nous avait décrit la géographie de ses déplacements et qui, véritablement, allait jusqu'à Portrait, allait Nailloux, allait Toulouse, faisait des choses localement, enfin, je veux dire, elle avait une géographie immense. Les géographes appellent ça des bassins de vie. Et c'est finalement ce qui traduisait ce qu'on appelait une hypermobilité. Et cette hypermobilité, au départ, on peut la penser comme une contrainte, quelque chose de pénible, il faut toujours prendre sa voiture pour aller loin. Et finalement, à l'inverse, c'est ce qu'on avait découvert dans cette recherche, c'est que c'était pas une contrainte, c'était finalement vécu comme une capacité à se saisir de toutes ces offres possibles en fonction de ce qu'on voulait soi, en fonction de ses choix, de ses envies. Et il y avait même une expression d'une fierté à cette hypermobilité. Et des femmes qu'on avait rencontrées qui habitaient dans des maisons sur les coteaux de la France afghane, hein, qui nous disaient, mais nous, on va n'importe où, on est mobile, on est habitué à bouger. J'ai été à Rangueil, je suis partie à Purpan. On est ouvert aux autres, on bouge. Et on est ouvert aux autres. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment une dynamique hyper positive. Mais à l'opposé de ça, et en même temps, on nous disait aussi, on nous parlait d'ancrage, de désir d'ancrage. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, dans la ville ou le village où on habitait, dans les pratiques locales par rapport à nos pratiques vie associatives, etc. Et on disait qu'on voulait s'impliquer dans la co-construction de cette vie locale et qu'on avait besoin, même au-delà de la vie associative, de vecteurs de contact informels. Et notamment, c'est les mamans à la sortie des écoles qui nous disaient non mais moi, si je ne me retrouve pas avec mes copines à la sortie de l'école, je me pends, c'est plus possible. C'est pas vivre sans ça, en fait. Donc c'est tous ces vecteurs, tous ces contacts informels et quotidiens qui sont hyper importants pour les gens. Et cette femme qui nous disait, c'est plutôt pour chercher à rencontrer des gens dans le village, impulser une vie locale villageoise, ma vie sociale. Parce que la vie locale villageoise, c'est sa vie sociale. Ça permet d'avoir des liens, etc., des liens super importants, pour faire face à tout ce qui peut arriver dans la vie. Donc finalement, en termes de mode de vie, on avait ces polarités inversées d'hypermobilité et d'ancrage. Et donc la question, c'est pour les politiques publiques, comment on fait pour tenir les deux en même temps et pas choisir l'un ou l'autre. Donc ça, c'était le premier résultat. Le deuxième résultat, c'était sur c'est pas un très joli mot, mais la multiscalarité, on a bien cherché, on n'a pas trouvé d'autres termes, on tient à plusieurs échelles, de la vie sociale qui finalement se trouvait entre les espaces communs et les espaces publics, et je vais vous l'expliquer. En fait, dans l'espace public, on est rentré par l'angle social, c'est-à-dire on n'est pas rentré par le domaine public ou par la forme, etc. On est rentré par les lieux et les temps aussi, en dehors des lieux, qui correspondent à une dynamique d'espace public, c'est-à-dire là où se joue, s'établit cette vie sociale publique qui met en relation les gens en dehors des cercles privés, ce que je vous dis, en dehors de l'association, du scolaire, du travail, etc. Et ces lieux d'une vie sociale publique sont des formes d'espace public dans notre appréhension. Donc on allait sur le territoire pour les chercher, et on s'est rendu compte, et on a fait des entretiens avec les personnes, et on s'est rendu compte que les pratiques qui engageaient ces personnes dans une vie sociale publique concernaient des séquences de vie assez précises et différentes.
C'est d'abord la vie quotidienne et les lieux ordinaires comme parmi l'école, j'ai dit tout à l'heure, parmi l'équipement, devant les associations, quand on emmène les enfants à des écoles soi-même, on fait des activités, etc. Sur les parkings aussi, sur les parkings, pas des équipements, des parkings des petits centres commerciaux, les rues, etc. C'était aussi tout ce qui était loisirs, et donc les lieux sportifs ou les lieux de nature où on réalisait ces loisirs. Et c'était aussi toutes les activités extraordinaires comme les sorties, les fêtes, etc. Et les lieux de sortie, les lieux de visite, c'est là où on va rencontrer des gens. Alors ça peut être en dehors du bassin de vie quotidien, donc on a des gens qui vont dans la ville-centre, des gens qui vont dans les grands centres commerciaux, plus loin que leur bassin de vie, etc. Ou alors dans les moments de manifestation et de fête. En fait, toutes ces séquences de vie, ce sont des séquences où on a une vie publique, une vie sociale publique, dans la vie quotidienne, au monde des loisirs et dans l'extraordinaire. Et qu'à chacune de ces séquences, finalement, il y avait des sociabilités différentes. C'est-à-dire soit des sociabilités locales de proximité avec des gens qui partagent le même territoire de vie. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes de Aigueville, je ne sais pas tous, mais si vous êtes dans le centre d'Aigueville, a priori, les gens, vous les connaissez, reconnaissez plus ou moins, enfin, on est plus ou moins dans une échelle comme ça où on se connaît, puis dans des plus grosses centralités, là, il y avoir des gens complètement anonymes qu'on ne connaît pas du tout, donc on ne sait pas du tout d'où ils viennent, où ils vont. Il y a quand même une variété de fréquentation. Et que, donc, entre des sociabilités de proximité et des sociabilités publiques. C'est vraiment ça l'indicateur de différence. Et que finalement, l'individu, les habitants, vivent pas forcément l'un ou l'autre. En fait, ils les vivent tous dans un ensemble qui est leur vie à eux, en fait. Et qu'on vit tous ces différentes choses. Et c'est cette multiscélarité de la vie sociale où on va fréquenter des lieux différents. Par exemple, on avait une photo avec ça, c'est des jeunes, je pense que c'est Saint-Orens, qui nous disaient qu'eux, ils aimaient bien rester entre jeunes, calés entre potes. On disait, on est bien comme ça, on se connaît, on ne va pas aller se confronter à des gens qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Les marchés, et puis des espaces comme les canals du Ramonville le dimanche, où il y a un monde incroyable, là, on ne connaît pas, enfin, je veux dire, on a une telle densité, une telle diversité publique qu'on ne se connaît pas. Donc finalement, pour conclure sur ce travail, ce qu'on a démontré, c'est que l'espace public, les sociabilités de proximité locale, en fait, l'espace public, l'espace commun, en fait, domine dans l'expérience des habitants. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui domine dans notre vie ordinaire, mais que ponctuellement, il est fréquenté de moments où on va aller vivre justement des lieux qui sont beaucoup plus publics, où là on va croiser des gens, mais des gens qu'on ne connaît pas. La question qui se pose, et ça c'est plus une question de société en général, c'est que cette expérience-là, elle dépend du choix des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas vivre ça, et qui ne le vivront jamais, et pas qui l'évitent. Et de fait, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça produit justement d'avoir comme ça des groupes qui évitent de croiser des gens différents d'eux, etc. Donc, la première chose, c'était ça, c'était que quand même cet espace public commun dominait dans l'expérience des habitants, et que surtout le deuxième enseignement, c'est que l'espace public était partout, en fait, partout où les habitants rentrent en relation avec d'autres habitants, c'est-à-dire pas que sur des espaces aménagés pour se faire, c'est ce que je disais. Sur des espaces du domaine public, évidemment, aménagés pour l'espace public, mais sur des espaces du domaine public qui ne sont pas aménagés pour se faire. Et je ne sais pas, pendant le confinement, on a tous observé qu'en fait, on allait chercher des espaces pour sortir là où il y en avait, et on a découvert en fait qu'on pouvait s'installer sur des espaces publics pas aménagés pour. Sur des espaces privés aussi, et ouverts au public, mais aussi sur des moments, sur des temps d'événements. C'est-à-dire qu'ils investissent un lieu, mais ce qui compte en termes d'expérience, de relation avec le public, c'est le moment. Donc, voilà. Sur des espaces de flux aussi, comme les chemins, ce pas forcément des espaces de destination, on va rester, c'est aussi des espaces de flux. Et sur des espaces de nature aussi en frange de la ville, donc pas forcément que des espaces urbains. Et donc on se rend compte que cette expérience de l'espace public, elle repose sur les initiatives individuelles, évidemment, mais elle repose aussi sur l'action et l'offre des politiques publiques, et pas que en termes d'aménagement, aussi en termes d'animation, en termes de culture, en termes de sport, en termes de tout ça, qui fait qu'on va offrir les conditions, justement, à
pouvoir générer justement cette vie sociale sur les espaces publics. Et en gros, c'était un peu là-dessus que je voulais arriver. Donc, cette recherche, elle a été quand même assez importante parce qu'elle a montré que justement, l'espace public, il n'y a pas un seul modèle, mais il y a plusieurs modèles. Et justement, deux principaux, l'espace public d'échelle locale et l'espace public d'échelle publique. Et que chacun de ces espaces publics amène des besoins, en fait, et des fondamentaux différents. Et l'espace public local, lui, il nous parle de quoi? Il nous parle de lien social, comme je vous disais tout à l'heure. Il nous parle de relations sociales entre des habitants d'un même territoire de vie, et donc de leur demande de participer. Et je pense que vous êtes là, c'est que vous êtes aussi dans cet état d'esprit de participation habitante, et il nécessite aussi une ouverture à l'initiative habitante. Et donc c'est bien de repérer cette échelle d'espace public et de le mettre en correspondance avec le besoin social qui va en face, qui est d'être acteur en fait, de cet espace public, et pas seulement juste passant ou je ne sais pas, comme ça, passif. Et la deuxième registre, c'est l'espace public urbain, où là, il est question donc d'être dans l'anonymat, d'être dans la diversité, mais il y a un plaisir à ça aussi. On a beaucoup de gens du territoire qui allaient par exemple en centre-ville, qui disaient non mais moi j'y vais, j'adore, et j'y vais tout seul parce que je vis ma flânerie comme ça dans ma ville, et je suis bien, je suis libre. Et cette liberté d'être au milieu comme ça, sans avoir de compte à rendre sur qui on est, etc., c'est aussi une liberté, une émancipation. Et donc, on comprend cette notion d'anonymat, dans cette notion-là, la question de l'accessibilité. Cet espace doit être accessible à tous, donc il faut l'aménager et ménager pour qu'il reste et qu'il soit accessible à tous les publics dans la grande diversité des publics qui existent. Et donc, pour que ces espaces supports à vie sociale puissent justement donner lieu à ces différents types de vie sociale, la question c'était de parler peut-être plus que d'appropriation, parce que souvent on se dit, tiens, les espaces publics, il faut travailler à leur appropriation, qu'ils soient bien appropriés. Le terme appropriation, je le trouve un peu compliqué parce qu'il est quand même porteur d'une notion de propriété et donc d'une notion d'exclusivité dans l'usage. Et la question finalement, la notion d'habitabilité, elle est quand même assez importante. C'est comment on habite l'espace public et comment on habite en fonction de l'espace public que l'on souhaite, justement, un espace public de proximité locale, un espace public justement dédié à cette grande accessibilité, etc. Mais quand même, il y a beaucoup de travaux, ça c'est projet pour les espaces publics, c'est new-yorkais, c'est un grand laboratoire de recherche sur les espaces publics. Il y a beaucoup de recherches comme ça qui cherchent à trouver quelles sont les qualités de l'espace public. Nicolas en a donné quelques-unes tout à l'heure. C'est vraiment un sujet infini, un puissant fond. Moi, je le prends sous l'angle vraiment des relations sociales dans l'espace public en tant qu'espace social. Il y a plein de manières de le prendre aussi. Mais en tout cas, pour que cet espace public joue ce rôle de support à la vie sociale dans ces différents registres, la question d'accessibilité, évidemment, à tous. Être accessible, ça veut dire physiquement, le déplacement, etc. Ça veut dire aussi que, par exemple, dans un centre commercial, tout le monde ne peut pas rentrer dans un centre commercial. Il y a des règlements dans l'espace privé qui font que les publics ne sont pas les bienvenus. Une bande d'adolescents un peu énervés, ils ne vont pas être reçus. Donc la question, c'est de savoir où on veut assurer, conserver cette accessibilité à tous, question d'accessibilité des PMR, etc. Ensuite, la question de la disponibilité, de la capacité, on dit aujourd'hui, c'est-à-dire se rendre disponible à l'initiative, à l'attente qui veut organiser quelque chose, faire un apéritif, faire un repas de quartier, faire des choses. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel aujourd'hui que tout le monde cherche et qui va correspondre à cet espace public d'échelle locale et qui va faire sa qualité. Parce qu'un espace public d'échelle locale qu'on ne pourrait pas laisser s'approprier, alors là, pour le coup, on peut parler d'appropriation, en tout cas, être utilisé, ne fonctionne pas dans son rôle de support de vie sociale. Et ça, c'est pas qu'une question d'aménagement, c'est une question aussi de règlement et de fonctionnement du règlement de la municipalité. Il y a des villes où, par exemple, pour organiser quelque chose, je ne sais pas comment ça se passe sur le site web, il faut remplir des conventions, des autorisations extrêmement compliquées, les demander tant de mois à l'avance, etc. Et ça dissuade beaucoup. Aujourd'hui encore, j'ai ce matin un atelier avec des habitants qui expliquaient qu'ils avaient arrêté d'organiser des choses parce qu'en fait c'est trop compliqué. On leur demande de gérer la sécurité, de faire, etc. Mais eux, ils n'ont pas ces compétences-là.
Donc, ce n'est pas une politique d'aménagement, c'est une politique d'organisation urbaine, de gestion administrative aussi un peu, et juridique aussi un peu. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi le risque qu'on laisse les gens faire, et si il se passe quelque chose, bah oui, il faut peut-être... Nicolas parlait d'ambition. L'ambition, elle est là aussi. Si on veut que ça vive, il faut aussi laisser les gens organiser des choses et prendre des risques. Malgré tout, il faut quand même des espaces de sécurité, il faut quand même un niveau de sécurité, un niveau de tranquillité suffisant pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils puissent faire les choses, parce que de trop grands dysfonctionnements sont trop compliqués à gérer. C'est la question de l'agrément, du bien-être, du plaisir, que ce soit agréable, etc. Et quand Nicolas me parle du changement climatique, effectivement, sur les espaces publics, aujourd'hui, la question du niveau de chaleur, elle est majeure. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la canicule ou les grandes chaleurs, on ne va plus dehors, puis on ne supporte plus. Et donc, la question du sol, je veux dire, de conserver soit de la pleine terre, soit des sols qui ne dégagent pas toute leur chaleur la nuit, etc. La question de l'ombrage, des arbres, etc. Essentiel pour pouvoir avoir un espace qu'on est bien, évidemment. Et puis la question de l'attractivité, donc c'est aussi parce qu'un espace public, pourquoi on peut y passer, mais aussi on y vient parce que il y a des rivalités en fait qui attirent, ou alors parce qu'il a un équipement qui est intéressant. Enfin, les services, les commerces, etc. qui sont autour, c'est ça qui fait aussi son attractivité. Tout le lien avec la question des centres-bourgs, les commerces et les services, etc. Où aujourd'hui, les bureaux d'études commerce nous expliquent que quels sont les commerces qui sont les plus attractifs dans des villes comme ça. Bon, toute une... Je ne fais pas la porte-parole parce que c'est pas ma spécialité, mais il y a des réflexions sur les types des commerces, d'équipements, etc. Les vies associatives aussi, hein, quand on met à disposition des locaux pour les associations, pour qu'elles fassent des cours de français, les machins, etc. Du coup, il y a des gens qui viennent et qui discutent sur le parvis, c'est la démonstration du terrain, et ça fait la vie locale. Donc, quand on veut de la vie locale, eh ben, on travaille cette attractivité. Après, je vous avais mis, mais je pense qu'il faut que je m'arrête. Je vous avais mis sur les évolutions des usages, voilà, donc faire des choses ensemble, la végétation évidemment, le sport, en fait, le sport partout, gratuitement, sur des équipements partout. On va jouer et c'est la société du récréatif, donc tout soit récréatif. Les offres de services, les food trucks, les vélos trucks, etc. Tout le monde en demande, hein. Tous les habitants, dans toutes les concertations, ils veulent un food truck ou ils veulent une buvette, enfin ils veulent une buvette, et puis la réponse qu'on a, c'est un food truck, parce qu'en fait, économiquement, on n'arrive pas à monter la mobile. Et puis oui, parce que ça c'est plus sociologique, mais c'est vrai que l'espace public au début du 19e siècle, c'était aller marcher dans les parcs et montrer qu'on était bien habillés, tenir une sorte de rôle social comme ça, etc. Mais aujourd'hui, on fait du sport, on transpire, etc. On n'est plus du tout dans le même rapport. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant dans la sphère privée, et qui était dans l'intime, maintenant on le fait publiquement. C'est comme pour les réseaux sociaux. Il y a quand même un renversement. Hein. On publicise la vie privée et l'intimité. Et les espaces publics, on sont les premiers. C'est pour ça qu'on veut organiser des tas de choses dans l'espace public. On a fait une formation sur l'espace public, une sociologue était venue nous raconter les fêtes à Paris de poussettes, des courses de poussettes. Les gens mettent leur enfant dans la poussette, ils font des courses en poussettes. Et en fait, il y a toutes sortes d'événements. Pour s'amuser. Et après, on se dire que l'espace public, c'est aussi l'espace de la citoyenneté. On le sait combien aujourd'hui en ce moment. Avec les conflits que ça génère, mais ça c'est pareil, c'est comme la question de prendre le risque de laisser les habitants faire quelque chose. L'espace public, c'est l'espace du conflit, c'est l'espace d'expression, les choses s'expriment, l'espace de conflit, donc il faut aussi le gérer derrière. Mais du coup, par rapport au risque, il ne faut pas non plus le gérer avec la volonté de tout prévenir. Enfin, je veux dire, il faut accepter le risque, enfin, ça c'est une position. Le risque zéro n'est pas intéressant pour l'espace public, sinon il ne se passe rien sur l'espace public. La métropolisation, les mobilités, les voitures, évidemment. Et en disant que tout ça dont j'ai dit tout à l'heure, les sports, l'environnement, etc., c'est des politiques transversales complémentaires, l'aménagement, la gestion, l'animation, l'offre urbaine. La question, c'est de tenir tout ça ensemble par rapport à un projet. Donc ça, c'est le rôle des politiques publiques et de ces élus de dialoguer. Donc pour terminer, donc je rappelle
finalement, cette recherche, elle nous dit l'espace public, support de vie sociale est partout, y compris dans les espaces de nature, donc surtout quand on est dans un contexte périurbain. Les cheminements, tous les sentiers du Sicoval là, qui sont très bien organisés, etc., ce sont des espaces publics majeurs pour le territoire, évidemment, et support de vie sociale. Ils dépendent d'un ensemble de politiques diverses et ils dépendent aussi de la maîtrise foncière publique, mais j'introduis sur ce que dira Philippe tout à l'heure en dernier. C'est-à-dire que finalement, quand on considère que l'espace public est partout, dans des qualités différentes, etc., et que les gens sont demandeurs et ont besoin de ça, la question c'est de s'assurer qu'on a une trame d'espace public suffisante et préservée pour que tout ça se déroule réellement. Et surtout dans des contextes de forte pression urbaine, de construction, de densification, la question c'est de penser sa trame d'espace public, tous ces espaces dans les différents registres, et jusqu'aux sentiers de randonnée dans la nature, aux tables de pique-nique, aux parvis d'école, d'équipements, au parking, à la plage du centre-ville, évidemment du village, etc. De penser que tout ça, ça fait partie d'un ensemble, que toute la population fréquente, à des moments différents, et va trouver des choses différentes, mais qui sont essentielles dans l'équilibre de la vie des personnes, des habitants. Et donc tout ça, ça nécessite une armature, il faut les penser ensemble, et les relier, les connecter pour qu'on puisse passer de l'un à l'autre, etc. Et que tout ça, ça fait système. Et qu'ensuite, on a des espaces, donc il faut travailler sur ces espaces, et puis ensuite, il faut travailler sur comment on les anime, comment on accompagne ces animations, donc c'est un type de sport, etc. Jusqu'à l'environnement, pour penser la pleine terre, pour penser l'ombrage, les arbres, jusqu'au sport pour disposer de la graisse sportive, etc. Et quand on densifie, il faut aussi préserver les espaces de respiration et les espaces d'usage. Donc il faut avoir une vision globale, et donc pas seulement à l'échelle de l'îlot où on va travailler, mais qu'à l'échelle de tout le secteur, de tout le centre, de toute la ville même. C'est intéressant de tout relier. Et donc il faut avoir cette vision comme ça stratégique, en fait, qui va pouvoir encadrer. Parce que les gens dans la densification, ce qu'ils disent, c'est qu'ils acceptent la densification à condition de gagner des bénéfices. Ok, on densifie, mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais avoir un plus? Et dans les plus, il y a l'espace public. Il y a cette vie sociale qu'on va gagner. Et donc, si quand on densifie, on préserve, on s'assure que le parvis d'école, le parvis d'équipement, le petit parking, la place du centre-ville, tout ça c'est connecté avec, et qu'on peut sortir tranquillement jusqu'à la nature pour aller se promener, et puis même que ces enfants aient en vélo de tel lotissement à tel lotissement, à ce moment-là, il y a plutôt une acceptation de la densification. Donc c'est un peu le corollaire, ou je veux dire la contrepartie qu'il faut pouvoir donner pour pouvoir faire accepter la densification. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je pense que ça c'est un rapport, justement, je parlais de cet ensemble de politiques, c'est la politique sociale aussi, de savoir quels sont les publics qui sont isolés, on parle de repli domestique, qui restent chez eux, qui n'arrivent pas à sortir pour différentes raisons. Il n'y a pas que les seniors, il y a aussi par exemple les familles monoparentales, les parents seuls qui croulent sous les choses et qui sont tellement à l'épreuve de leur existence qu'ils ont beaucoup de mal à aller se confronter aux autres. Donc le fait d'avoir une politique festive, une politique sociale, je veux dire, qui cherche à ramener ces publics sur l'espace public. Donc c'est par des organisations de fêtes, d'animations, d'ateliers, etc. Mais dont on sait que ça va intéresser ces personnes. Et après, une politique de communication pour qu'elles aient l'information. Parce que les gens en repli domestique, ils coupent l'information. Ils n'ont pas dans leur boîte aux lettres. Et après, il y a la mobilité. Et la mobilité, alors je ne sais pas sur le Sicoval comment ça se passe, mais la question pour les seniors, la question des navettes, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement important, qu'on voit sur beaucoup de territoires. Et dès lors qu'il y a une navette avec des horaires connus, réguliers, qui va au marché tel jour, etc., ça marche. L'exemple d'une commune sur laquelle on a travaillé avec d'autres, qui est Castelmoron dans le nord de Toulouse, qui a engagé la révision de son PLU avec une stratégie très axée sur l'ère de centralité, justement, où elle a tout ramené, ses services, ses équipements, etc.
même si là, il y a un projet de collège qui pose question, donc le collège sera compliqué avec les départements, mais qui essaye de tout recentrer et qui densifie, parce qu'elle est en retard en termes de logement, elle est en carence de logement social, donc le préfet la menace, etc. Donc là, quand même, il faut qu'ils construisent. Et donc, ils vont densifier le centre-bourg, et donc là, il y a un collectif en densification qui s'installe là. Et là, comment ils travaillent là-dessus, c'est justement avec des tas d'ateliers, etc., pour engager justement une amélioration des espaces publics, à la fois dans le centre-ville, et puis dans les espaces de nature, parce qu'en fait, tous les nouveaux habitants, c'est quelque chose, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que tous les territoires périurbains sont beaucoup investis par les nouveaux habitants, qui sont les urbains, en fait, qui sont en attente d'un accès à la nature, pour aller se promener, etc. Et d'ailleurs, souvent des problèmes parce qu'à la clé, parce que par exemple, ils connaissent rien au monde agricole, et donc ils traversent les champs, ils piétinent les champs, même il y a des ils s'engueulent avec les agriculteurs à cause des faroucheurs et des bruits, etc. Et donc, la question, c'était justement d'organiser un maillage. Ils avaient inventé ça, le périphérique vert, c'est-à-dire le maillage de la ville autour d'un terre lotissement comme ça, d'un sentier doux, cycle et piéton, et qui était relié ensuite aux venelles du village, etc., qui arrivait dans les espaces publics du centre-ville, qui étaient valorisés. Donc là, on retrouve cette armature d'espaces publics à l'échelle, car qu'on ne pense pas que ceux du centre-ville, on pense la question de la liaison entre ceux du centre-ville, qui n'était pas d'ailleurs forcément terrible, mais qui existait, avec les espaces pavillonnaires et ensuite la nature. Et ensuite interpavillonnaire aussi, parce que les gens, ils n'ont pas toujours envie de passer par le centre. Ils se rendent visite, ils vont dans l'autre. Et je pense que justement, c'est là où les espaces publics jouent un rôle, parce que si dans les communes, il n'y a pas d'espace public où ils sont mal qualifiés, ils sont trop petits, ils sont saturés en fait, et qu'on est en conflit les uns les autres parce qu'on se croise, on se heurte mal, et donc avec des populations comme les gens du voyage, etc. Là, il y a encore plus de gêne en fait entre les groupes, puisqu'on est mal en fait, on partage mal l'espace, l'espace est trop petit, s'il est mal fait. Alors que si on a un espace qui est vaste, qui est généreux, qui est bien organisé, etc., on a quand même plus de chances de faire en sorte que ces différents types de groupes se croisent finalement d'une manière plus pacifique parce que ce sera quand même plus confortable. Ça, c'est la réponse en termes spatial. Après, on a dit que chemin ne mange pas à Ramonville. Mais ceci dit, juste pardon pour finir, les communes qui n'ont pas d'espace public, ce sont des communes où on saisit quand même une forme d'opposition entre les groupes sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace public, il faut qu'il soit bien fait pour pouvoir rendre possible cette fréquentation multiple. Et c'est là où il joue son rôle de ferment, etc. On n'est pas obligé de devenir copain avec la personne qu'on croise dans l'espace public, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de se croiser sereinement, sans qu'on gêne l'autre. En fait, en général, ça se passe bien. Je veux dire, mais l'enjeu, c'est pas d'aller boire des coups avec les gens du voyage. L'enjeu, c'est que quand on passe, ils sont là, personne ne se gêne. Moi, je pense que c'est plutôt, ça renvoie à la question d'économie de l'aménagement, parce que ces opérations-là, elles font leur bilan et au fur et à mesure, même au départ, elles peuvent vendre un projet où on voit des espaces verts, etc. Au fur et à mesure que ça avance, elles se rendent compte que les coûts ont augmenté, etc. Et donc finalement, elles ne vont pas y arriver, donc elles rétrécissent un peu les choses, etc. Et la deuxième chose qu'a dit Nicolas, c'est qu'il y a un concepteur qui suit l'opération, qui puisse être en capacité de négocier et de gérer tout au long de la conception du projet, puis ensuite de toute sa réalisation, etc., jusqu'à la fin, pour s'assurer le détail et la finition aussi des choses, parce que souvent c'est dans le détail aussi que les choses se font mal, entre un espace qui était prévu un espace vert, etc., et qui devient pas forcément, qui est bétonné, où après on met une barrière, et puis après on met une partie, et puis finalement il ne se passe pas ce qui était prévu au départ. Et donc là, c'est une question de suivi et de capacité de négociation de la commune avec l'opérateur pour pouvoir s'assurer de cette qualité. Mais juste pour finir, c'est difficile de normer la qualité. Parce que la qualité, c'est quelque chose aussi de subjectif pour partie. Je pense qu'il faut préférer le dialogue et conserver justement les instances où on discute avec des professionnels et différentes compétences, plutôt que de normer, parce que quand on norme, on arrive à une application bête et méchante des choses, et souvent, on ne s'en sort pas.